Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques, Théorie. Physique. philosophie, Conférences. Archéologie. environnement, nature. Merci beaucoup et bonjour. Donc, je voulais simplement commencer par me présenter. Je suis médecin et cardiologue et après une période de recherche universitaire et aussi au sein d'une société pharmaceutique Roche, avec trois amis, nous avons créé une société qui s'appelle Actelion, qui a été créée il y a 12 ans et qui maintenant est la plus grande société de biotechnologie en Europe, qui emploie 2500 personnes, dont 1000 chercheurs. Et je voulais aujourd'hui, et je voulais remercier pour cette invitation, je voulais parler des relations qui sont fondamentales entre une société de biotechnologie, l'industrie pharmaceutique et la recherche académique. Ce qu'il faut comprendre avant de commencer, c'est le problème de l'industrie pharmaceutique. Nous sommes une industrie qui vivons du fait de brevets, et tous les 15 ans, ces brevets se terminent. C'est comme si on demandait à une industrie comme Renault, tous les 15 ans, de jeter tous leurs modèles, tous les modèles de voitures, toutes leurs usines, et de recommencer à zéro leur industrie, de créer des nouveaux modèles, de créer des industries des usines pour fabriquer ces modèles, et de recommencer avec des nouveaux concepts de voitures, avec des nouveaux moteurs, des nouvelles boîtes de vitesse, de recommencer à zéro. C'est ce qui se passe dans cette industrie où tous les 15 ans, les brevets se terminent et où nous devons trouver de nouveaux médicaments. Et ça explique l'importance dans cette industrie de la recherche. Et lorsqu'on m'a demandé de réfléchir à ces relations avec l'académie ou la recherche universitaire, j'ai pensé à 5 points principaux qui ne couvrent évidemment pas tout ce problème, mais qui sont très intéressants à discuter et qui expliquent aussi, qui mettent en évidence les problèmes et aussi les opportunités de cette industrie. Et les 5 points que je voudrais envisager sont premièrement expliquer l'importance de la recherche fondamentale, l'importance de la propriété intellectuelle, les investissements qui sont de plus en plus importants, et l'innovation et l'importance de l'innovation dans cette industrie. Et finalement, pour terminer, je voudrais parler de maladies négligées et de la réflexion qui doit être faite sur ces maladies. Bon, le premier point, et c'est le point qui pour moi est absolument essentiel, c'est l'importance de la recherche fondamentale. Il faut savoir qu'il n'y a eu aucune innovation, aucun nouveau médicament découvert dans les dernières années qui n'a pas été découvert du fait d'une découverte dans le domaine fondamental. On parle toujours d'industrie biotechnologique comme recherche appliquée, c'est évidemment le cas puisque nous nous découvrons, nous développons des médicaments pour les patients, mais il faut savoir que sans recherche fondamentale, aucune découverte ne pourra être faite. Et cela met évidemment en évidence l'importance du rôle de cette recherche fondamentale et du rôle de l'université. Si on regarde la répartition des industries de biotechnologie dans le monde, on voit que ces industries se colocalisent avec les meilleures universités. La majorité des industries de biotechnologie aux États-Unis sont proches de Stanford, de l'Université de Californie, dans la Silicon Valley. Elles sont proches de Harvard et près de Boston. En Suisse, elles sont proches de l'Université polytechnique, de l'Institut polytechnique de Zurich ou de Lausanne.
Donc, toutes ces industries sont proches des découvertes, car en fait, elles vont utiliser ces découvertes pour leurs applications, pour les applications chez les patients. Et j'étais aussi très intéressé ce matin par la notion que, évidemment, c'est une industrie très compétitive et que seule l'élite de la recherche peut être utile pour cette industrie. Un brevet n'est donné qu'à la personne qui va découvrir, qu'à la personne qui va être le premier dans un domaine. Le deuxième n'a pas le droit à un brevet. Si une découverte se fait 2 heures ou une journée après un autre laboratoire, il n'y aura pas de brevet pour le deuxième. Cela donc renforce que l'université, la recherche universitaire, il faut à l'industrie biotechnologique non seulement une recherche universitaire, mais une recherche d'élite qui va être concentrée dans des laboratoires qui vont pouvoir faire la différence. Et ce qui est aussi très important, et ce que je trouve fondamental dans cette recherche universitaire, c'est la notion de grand projet. Aujourd'hui, un projet, vous l'avez vu avec cette démonstration de l'importance de l'informatique, par exemple, dans la découverte ou dans la recherche biologique. Il faut une recherche universitaire multidisciplinaire. Il faut mettre les disciplines, que ce soit la bioinformatique, la physique, l'électronique, toutes ces matières doivent être mises ensemble afin de pouvoir faire ces découvertes. Et les grands projets, et je prends un exemple, le plan Alzheimer, ont pour moi un avantage évident, c'est qu'ils obligent différentes disciplines à mettre les forces ensemble pour avoir un seul but, c'est-à-dire l'amélioration du traitement, mais aussi du suivi, de la vie, de la qualité de vie des patients. Quand on voit dans le plan Alzheimer que ce plan va de la recherche de base, compréhension de la maladie, mais aussi compréhension des bases fondamentales de cette maladie, et ce plan va jusqu'au traitement. Comment est-ce que tous les jours l'infirmière va traiter le patient qui a malheureusement cette terrible maladie? On voit qu'on peut, grâce à un projet tel que celui-là, on peut améliorer non seulement la recherche, mais aussi on peut savoir comment découvrir de nouveaux médicaments, mais aussi comment les tester. Et après, on peut voir l'impact qu'ont ces médicaments sur ces malades. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que la compétition, évidemment, est grandissante. On a vu que des pays comme la Chine, comme l'Inde, se lancent dans la recherche pharmaceutique. Au début, ils ont commencé par faire des copies. Au début, la Chine et l'Inde se concentraient sur les génériques. Mais maintenant, beaucoup de recherches de base se passent dans ces pays. Et il est donc important pour des pays comme la France ou les pays occidentaux, de rester très compétitifs s'ils veulent avoir une chance de persister dans cette industrie. Donc, comme je l'ai dit, sans brevet, il n'y aurait pas d'industrie biotechnologique. Aujourd'hui, le coût de fabrication d'un médicament est un faible pourcentage du prix de vente d'un médicament. Ce que vend une société, c'est la connaissance. La connaissance qu'elle a créée en faisant des études cliniques pour déterminer la dose, l'efficacité, mais aussi les effets secondaires de tout médicament. C'est un peu comparable à lorsqu'on achète un disque avec un programme informatique. C'est évident que ce n'est pas le coût du disque que l'on paye, mais le coût de la programmation et le coût de ces programmeurs qui ont fabriqué ce programme. C'est la même chose lorsqu'on achète une boîte de comprimés. Ce que l'on paye, c'est le travail d'information qui a été demandé pour pouvoir enregistrer et pour avoir le droit de vendre ce médicament.
Ce qui est intéressant et important à savoir, c'est que les brevets sont de courte durée. Un brevet dans l'industrie pharmaceutique va durer au maximum 18 ans. Et 18 ans, ça paraît long, mais lorsqu'on sait qu'un minimum pour développer un produit pharmaceutique, c'est 10 ans. Donc sur ces 18 ans, 10 ans vont déjà être développés sans avoir le droit de vendre ce produit. Donc aujourd'hui, au maximum, on reste dans 7-8 ans pour pouvoir utiliser cette nouvelle invention. Il faut savoir que ces coûts, le coût des brevets augmente, puisque aujourd'hui, tous les pays du monde sont capables de fabriquer ou d'innover dans le domaine pharmaceutique. Donc il est indispensable de breveter toute nouvelle invention, non seulement dans le pays de découverte, mais partout dans le monde, ce qui augmente les coûts. Et nous en arrivons donc à ce problème qui est qu'un brevet, et la raison pour avoir inventé le système de brevet, qui est un très vieux système, c'est évidemment pour stimuler la recherche. Les chercheurs ou les industriels sont stimulés à faire une recherche parce qu'ils savent que leur découverte vont être protégées et leur travail va être protégé et va pouvoir donc être utilisé. Mais il est aussi évident qu'aujourd'hui, toutes les universités, tous les instituts académiques qui font de la recherche veulent utiliser aussi leurs inventions et veulent comme source de revenus pour pouvoir faire de la recherche. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais à ce moment-là, le problème est simple. Tout nouveau chercheur dans un institut a un but, c'est de publier et évidemment d'avoir son information, sa découverte cette information qui soit la plus répandue dans le monde. Mais un brevet ne peut pas être obtenu si une publication a été faite avant l'enregistrement de ce brevet. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un dilemme important et qui, à mon avis, est peut-être un frein pour la recherche. C'est le dilemme du chercheur dans l'université, dans un cadre académique, qui ne peut pas publier ses découvertes parce que cet institut ou ce centre de recherche va essayer d'obtenir un brevet. Donc ça, c'est un problème intéressant à discuter. Les investissements dans cette industrie sont de plus en plus grands et j'aimerais pouvoir donner quelques exemples. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut développer un médicament, il ne suffit pas de le découvrir. Il va falloir le tester tout d'abord chez l'animal, c'est-à-dire en faisant des essais de toxicologie. On essaie évidemment de prévoir si on va avoir une toxicologie, un potentiel d'effets secondaires, de toxicité. Cela veut dire tester pendant des années le produit chez plusieurs espèces, mais il va aussi falloir le tester chez l'homme. Et il y a quelques années, on pouvait tester ce produit chez un petit nombre de malades, mais aujourd'hui, les autorités d'enregistrement, et à juste titre, demandent de pouvoir tester ce produit chez des milliers de malades, chez des patients d'origine ethnique différente, chez des patients qui vont prendre ce médicament seul, mais aussi prendre ce médicament avec les centaines d'autres médicaments qui sont prescrits couramment. Aujourd'hui, 20 à 30% des personnes qui ont plus de 60 ans vont prendre un médicament qui s'appelle les statines, qui vont faire baisser le cholestérol. Donc, si on veut utiliser un produit chez des personnes de plus de 60 ans, il faut évidemment tester le produit que l'on développe en combinaison avec cette statine. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout développement de nouveaux produits coûte à peu près, on va dire, 500 à 600 millions d'euros. Et bien souvent, après avoir dépensé 500 millions d'euros, 400 millions d'euros,
on a un problème, on est en face d'un problème de toxicité, et il faut jeter tous ces efforts, ce produit n'est pas utilisable, et tout ce qui a été dépensé est perdu. Donc ça explique qu'aujourd'hui, de plus en plus de sociétés pharmaceutiques se regroupent, se concentrent, les sociétés s'achètent entre elles, ce qui veut dire que les projets sont moins nombreux, les centres de recherche sont moins nombreux. Avant que Glaxo achète SmithKline, il y avait Glaxo, SmithKline, le centre de recherche de Glaxo, de SmithKline, de Wellcome, et il y avait 4 ou 5 centres de recherche. Maintenant, il y a un centre de recherche. Il y a un chef de la recherche, ce qui veut dire qu'il y a 4 ou 5 fois moins d'idées, 4 ou 5 fois moins de projets. Ce qui veut dire aussi qu'il va y avoir moins de possibilités de coopérer avec l'université du fait qu'il y a moins d'industries de taille importante. Et aussi, ce qu'il faut considérer, et ce qui était la cause de ces augmentations des investissements, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution, qui est utilisé par beaucoup de pays, a tendance à favoriser l'absence de risque sur l'efficacité. C'est-à-dire que les pays et beaucoup d'hommes politiques refusent tout risque. Or, il n'existe pas de médicaments sans risque. Donc, on est aujourd'hui devant le problème que toute société, si elle va vouloir bénéficier de nouveaux médicaments, va devoir accepter le risque. Malheureusement, lorsqu'un produit marche, lorsqu'un produit est efficace, si on prend le cas des médicaments, des statines dans le cholestérol, si on parle des produits antihypertenseurs, ces produits ont considérablement changé la survie des malades. On oublie qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, l'espérance de vie augmente d'1 an tous les 3 ans. Et la cause principale de cette amélioration de la durée de vie est l'apparition de médicaments qui vont avoir un effet, par exemple, sur l'athérosclérose qui est provoquée par le cholestérol, mais sur l'hypertension artérielle. Lorsque j'ai commencé mes études de médecine, on voyait des jeunes patients avoir ce qu'on appelait des attaques cérébrales à ce moment-là. Ces malades avaient des hypertensions non contrôlées, avaient des accidents vasculaires cérébraux et étaient paralysés à l'âge de 30 ans, 35 ans. Aujourd'hui, ces maladies ont presque disparu. Tout malade est contrôlé sur le plan tension artérielle grâce à tous les médicaments qui ont été développés dans ce type de maladie. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, des médicaments tels que l'aspirine ne seraient jamais autorisés à être mis sur le marché. Parce que l'aspirine a des effets secondaires. Lorsqu'on donne de l'aspirine à forte dose, on risque de saigner. Lorsqu'on donne l'aspirine chez certains patients, on peut avoir des effets allergiques. On peut avoir, même provoquer des accidents vasculaires chez un nombre très faible, mais un nombre significatif de patients. Donc il est très important de comprendre que ce principe de précaution doit être certainement réévalué et les pays devront essayer de considérer non seulement le risque, mais le potentiel de bénéfice de nouveaux médicaments. Comme je l'ai expliqué, tous les 14 ans, tous les 15 ans, l'industrie de la biotechnologie doit découvrir un nouveau médicament. Donc l'innovation, c'est la clé du succès. Sans produits innovatifs, il n'y aura pas d'industrie de biotechnologie, et sans innovation, il n'y a aucune chance pour toute société pharmaceutique de survivre. Et là, ce qui est très important, et ce que j'ai écrit ici, c'est que l'innovation, c'est un moyen d'obtenir un nouveau médicament, d'améliorer la santé des patients. Mais ça ne doit pas être le but. Et je voudrais m'expliquer.
Si, par exemple, aujourd'hui, certains produits antihypertenseurs fonctionnent en bloquant un récepteur à une hormone qui s'appelle l'angiotensine, cette angiotensine augmente la pression artérielle, elle est en quantité trop importante chez certains malades hypertendus. Donc, ce qui a été développé, ce sont des médicaments qui bloquent les effets de cette hormone. La découverte de ces produits anti-angiotensine est une véritable innovation, a apporté beaucoup aux malades. Et on a vu se développer, après la découverte de ces médicaments, des vaccins qui essayent d'immuniser les patients contre l'angiotensine. Et pour moi, ces vaccins ne représentent pas une véritable innovation. Évidemment, le vaccin contre l'angiotensine est innovatif, c'est une nouvelle forme de bloquer cette hormone, mais en fait, je ne pense pas que ce vaccin puisse amener quelque chose aux patients, puisqu'on a déjà des médicaments qui peuvent bloquer cette hormone. Donc on a déjà des médicaments efficaces. Et pour moi, cela montre la différence entre l'innovation qui est un but en soi et l'innovation qui doit être un moyen. Je pense que les vaccins doivent être faits pour traiter ou prévenir des maladies qui ne peuvent pas être traitées ou qui ne sont déjà pas traitées par d'autres moyens. Donc, innovation comme moyen et non comme but. C'est clair, et je l'ai dit, que toute innovation dans le domaine pharmaceutique provient de la recherche fondamentale. Et je voudrais donner quelques exemples. Une des avancées les plus importantes dans le domaine du cancer a été la découverte récente des produits qu'on appelle anti-angiogéniques, comme l'Avastine, qui est vendu, découverte par Genentech, qui a été plus tard racheté par Roche. Et ce nouveau médicament est la suite d'une recherche fondamentale qui a duré au moins 20 ans. Et cette recherche qui a été faite à Boston en particulier, a essayé de comprendre quel était le rôle de nouveaux vaisseaux dans les tumeurs. Chaque tumeur est composée de nombreuses cellules qui grandissent très vite, qui se multiplient, et puisqu'elles se multiplient très vite, plus vite que les tissus normaux, depuis toujours, on a constaté que ces tumeurs étaient vascularisées, recevaient un apport de sang plus important que les tissus normaux, et cet apport de sang se faisait grâce à des nouveaux vaisseaux sanguins qui poussaient, en termes triviaux, donc qui poussaient plus rapidement que les vaisseaux normaux. C'est ce qu'on appelle des néovaisseaux, la néoangiogénèse. Et des chercheurs ont eu l'idée de dire, mais si on supprimait ces néovaisseaux, si on supprimait la croissance de ces vaisseaux, les tumeurs ne recevraient plus de sang, ne pourraient donc plus croître. Et si on les combine évidemment avec des médicaments qui vont diminuer la taille de ces tumeurs, on aura un effet en combinaison bien plus marqué que lorsque le produit, la chimiothérapie, est donné seul. Il a fallu découvrir quels étaient les facteurs qui permettaient la croissance de ces néovaisseaux. C'était la recherche fondamentale la plus pure. Il a fallu, après, savoir comment pouvait-on bloquer cette hormone, et la découverte a été faite de ce qu'on appelle le VEGF, c'est un facteur de croissance de ces artères. Et donc, Genentech a par la suite, après la découverte de ce VEGF, a développé des anticorps qui ont permis de bloquer la croissance de ces vaisseaux et donc d'avoir des effets anticancéreux. Mais vous voyez donc bien que cette découverte d'un médicament s'est faite grâce à la recherche fondamentale. Et lorsque l'on voit certains gouvernements qui demandent à ces équipes qui font de la recherche fondamentale de faire de la recherche appliquée, je pense que c'est la voie certainement la plus dangereuse et c'est une voie la plus sûre pour tarir la source de l'innovation. Je répète, la recherche fondamentale est essentielle pour l'industrie biotechnologie. Évidemment, toute innovation est source de risque. Et j'en ai parlé,
si l'on veut des produits innovatifs, il va falloir accepter un certain niveau de risque. Et toute innovation et toutes les conséquences de l'innovation sont difficiles à déterminer auparavant. Je crois qu'il y a une phrase qui, pour moi, est essentielle. C'est une phrase de Bill Gates qui a dit qu'on sous-estime toujours la difficulté pour mettre en opération, pour avoir une innovation, disons, fonctionnelle, et on sous-estime toujours l'impact que va avoir une innovation sur la vie de tous les jours. Et je prends quelques exemples. La première fois, j'ai vu ces petits iPods ou ces petits lecteurs qu'on appelle MP3 qui permettent d'avoir cette information condensée dans un petit domaine. J'avais l'impression que c'était un gadget qui serait très peu utile. Mais quand on voit aujourd'hui tout ce qui a pu être fait, jusqu'au téléphone incluant ces possibilités, quand on voit l'iPod, l'iPad, la dissémination de l'information qui peut se faire grâce à ces nouveaux moyens, on voit aujourd'hui combien personne ne pouvait prévoir quelles étaient les conséquences de cette découverte. Et ce que je veux dire, c'est l'intérêt de cette recherche fondamentale et c'est la nécessité de comprendre qu'on ne peut pas diriger cette recherche. On ne peut pas prévoir quelles vont être les conséquences. Ce qu'il faut faire, c'est la faire, cette recherche. Et surtout pas essayer de dire aux chercheurs, vous allez trouver quelque chose qui va être innovatif et vous allez trouver quelque chose qui va avoir telle utilisation. Il doit y avoir une recherche fondamentale, il doit y avoir une recherche appliquée. Et ce qui est important, ça va être cette relation et cette interaction entre les deux recherches. Ce qui pousse et ce qui évidemment vient et conduit au problème du financement de cette innovation. Et là aussi, je pense que le problème des brevets, le problème de comment est-ce que cette innovation doit être payée uniquement par une recherche publique, universitaire? Est-ce que l'industrie doit participer au financement de cette innovation? C'est aussi un problème intéressant à discuter. Et finalement, je voudrais terminer cette présentation en disant que les facteurs économiques, les facteurs culturels, les facteurs politiques font que malheureusement, de nombreuses maladies aujourd'hui sont négligées. Et je voudrais un petit peu discuter de ces problèmes, de ces maladies, parce que ce sont des problèmes graves et qui peuvent avoir des répercussions publiques importantes. Les maladies infectieuses. Je connais bien le professeur Ménard, qui a été à un moment directeur de la santé publique en France. Et lorsque je parlais avec lui, lorsqu'il était directeur de la santé publique, il me disait toujours que son problème principal, c'était les maladies infectieuses. Et on a vu, avec l'apparition de la grippe porcine, de la grippe aviaire, on a vu la possibilité d'avoir des maladies qui, d'un jour à l'autre, nouvelles, apparaissaient, pouvaient contaminer des millions de patients. Par chance, la gravité a été moindre que ce qu'on aurait pu craindre, mais un jour, il est possible qu'un virus, tel que le virus de la grippe espagnole en 1910 ou en 11, qu'un nouveau virus apparaisse et des répercussions mondiales gravissimes. On a vu récemment que des bactéries venant d'Inde étaient devenues résistantes à tous les antibiotiques. Ce qui veut dire qu'on risque de revenir à une époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, où une simple infection, une simple écorchure pouvait tuer n'importe qui d'entre nous, puisqu'il n'y avait pas de possibilité de guérir cette infection. Donc, ces maladies infectieuses, elles doivent avoir leur recherche. Et aujourd'hui, la majorité des grandes sociétés de biotechnologie ont arrêté la recherche de nouveaux antibiotiques, tout simplement parce que, économiquement, et c'est compréhensible,
Les nouveaux antibiotiques ont des prix bas, parce que la pénicilline existe depuis plus de 50 ans ou de 60 ans, et donc les prix de référence sont des prix de médicaments anciens. Et donc économiquement, il n'est pas possible de rentabiliser une recherche qui va coûter des centaines de millions d'euros pour avoir des antibiotiques qui vont être payés à des prix qui sont incompatibles avec une logique économique. Donc c'est les maladies infectieuses, il faut faire de la recherche. Les maladies de certaines populations, je prends le cas de la thalassémie, de la drépanocytose. Ce sont des maladies qui touchent un nombre de malades qui peut être important, mais qui sont souvent des malades, qui peuvent être des malades dans des zones économiques défavorisées, et donc qui ne vont pas pouvoir payer pour des médicaments innovatifs. Et ça explique que dans certains domaines, il n'y a pas de recherche. Les maladies infantiles. Aujourd'hui, et là, ce n'est pas tellement l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui, pour tout gouvernement, pour toute autorité d'enregistrement, d'autoriser un médicament chez les enfants pose un problème politique important. Si jamais un effet secondaire apparaît chez un enfant, le public ne peut pas l'accepter. Si un journaliste publie qu'un enfant est décédé du fait d'un effet secondaire dû à un nouvel antibiotique, un nouveau produit, ça va immédiatement créer un problème majeur, non seulement pour l'industrie pharmaceutique, mais aussi pour les hommes politiques ou les personnes dans les organismes d'enregistrement de ces produits qui ont autorisé ce produit. Et ça explique que beaucoup de produits ne sont pas testés chez l'enfant ou ne sont pas enregistrés pour leur utilisation pédiatrique. Les maladies psychiatriques. C'est évident qu'aujourd'hui, les maladies psychiatriques, la neuropsychiatrie, est un des domaines les plus où les besoins sont les plus grands. On dit, il y a des chiffres qui disent que 1% de la population souffre de schizophrénie sous une forme plus sévère ou moins sévère. Or, la recherche dans les domaines psychiatriques est en train de disparaître. Et c'est la raison pour laquelle elle est en train de disparaître dans l'industrie pharmaceutique, elle est simple, c'est que évidemment, un médicament qui va être un médicament de type qui va toucher des maladies psychiatriques va avoir, par définition, des effets secondaires importants. Je prends l'exemple de la dépression. Un malade déprimé va avoir tendance à rester chez lui, à ne pas être actif, à ne pas rechercher le contact avec son entourage. Si on donne un médicament antidépresseur qui va augmenter son humeur, évidemment, le malade va être transformé, va commencer à agir, il va commencer à interagir avec le monde, mais aussi ce qui peut se passer, c'est si le médicament est un peu trop dosé, le malade il va aller acheter une nouvelle voiture, il va s'acheter une nouvelle maison, il va commencer à vouloir avoir une autre vie. Et si il achète une voiture et qui porte plainte contre la société pharmaceutique parce qu'il a acheté une voiture à cause de médicaments, parce qu'il n'a pas de quoi la payer, c'est l'industrie pharmaceutique qui va être responsable du fait que ce patient a acheté cette voiture. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, où des sociétés comme Glaxo ont été poursuivies par des milliers de malades, parce que ces malades, évidemment, ont changé leur mode de vie, ont changé la façon dont ils consommaient. Et ce qui explique que maintenant les industries sont terrorisées. Comment peut-on développer un médicament qui va changer la façon dont un malade va agir, va réfléchir, va interagir avec la société? Donc, alors que les besoins, évidemment, augmentent de façon considérable. Et finalement, et c'est ça pour laquelle je pense qu'il y a une réflexion très importante, et je crois que le Collège de France le fait, en ayant demandé au professeur Zerouni, qui était le chef du NIH, de faire un cours, c'est la notion de santé publique qui est essentielle. Il est important que les États, que l'industrie, que la recherche essayent de réfléchir à quelle va être l'utilisation la meilleure des fonds pour la notion de santé publique, pour améliorer la santé.
Voilà, j'espère que je vous ai donné un petit aperçu. Évidemment, c'est un problème un peu superficiel de l'importance de la recherche fondamentale, de la recherche universitaire pour la biotechnologie. Et je crois que ma conclusion, elle est simple. Il va falloir, dans les années qui viennent, et peut-être que ce cours va stimuler quelques initiatives, il va falloir réinventer la façon dont l'industrie ou la biotechnologie collabore avec la recherche universitaire. Je n'ai pas de solution, malheureusement, mais j'ai simplement pu souligner quelques problèmes. Je vous remercie beaucoup de cet exposé, mon cher collègue, qui montre, comme les deux exposés précédents, que nous sommes à un tournant dans la révolution scientifique, en partie parce que les moyens de plus en plus perfectionnés dont nous disposons, et également l'état de la société, font que la recherche scientifique revient de plus en plus cher, et donc qu'il va falloir choisir. Je vous remercie aussi d'avoir montré qu'il n'y a pas de contradiction ni dans les principes, ni dans la réalité entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et je pense que de ce point de vue, la tâche de votre contradicteur, mon collègue Joliot, ne sera pas facilitée, lui, bien qu'il ait passé toute sa vie dans la recherche dite fondamentale. Je crois que sur l'essentiel, il n'y aura pas de désaccord. Bien, j'ai été chargé par les organisateurs de ce congrès du rôle de discutant, donc théoriquement d'essayer d'apporter une certaine contradiction à l'orateur, et je suis un peu désespéré, comme vient de le dire M. Fussman, parce que je partage l'essentiel des vues qui ont été exposées par Jean-Paul Clausel, bien qu'il appartienne à un monde assez profondément différent du mien. Donc ceci, comme il a été dit, ne va pas me faciliter la tâche. Alors j'évoquerai quand même le même problème, qui est le problème des relations entre recherche fondamentale, recherche académique, recherche appliquée, recherche industrielle. Très rapidement, pour un chercheur de mon âge, j'ai vécu une période particulièrement critiquable où il y avait une véritable barrière idéologique entre ces deux domaines de recherche. Méfiance des chercheurs académiques vis-à-vis du monde industriel, pour eux le monde de l'argent, et il faut bien le dire, méfiance du monde industriel vis-à-vis du monde académique qui représentait de dangereux révolutionnaires qui ne tenaient pas tellement à accueillir dans leur rang. Heureusement, c'est un des domaines dans lequel les plus grands progrès ont été faits. Cependant, il ne faut pas négliger qu'une telle opposition idéologique n'est pas complètement résolue et qu'il faut lutter pour l'effacer complètement. Ceci étant dit, recherche fondamentale et recherche appliquée, au contraire d'un certain nombre de décideurs et même malheureusement d'un certain nombre de scientifiques, je fais partie des gens qui pensent qu'il s'agit de deux domaines profondément différents en ce qui concerne la pratique de la recherche et le mode d'organisation de la recherche. Loin de moi de vouloir opposer recherche fondamentale et recherche appliquée, c'est une évidence que la recherche appliquée se nourrit de la recherche fondamentale et que la recherche fondamentale ne pourrait pas progresser sans la recherche appliquée. Il n'en reste pas moins que ce sont deux activités différentes qui, d'après moi, peuvent et doivent, dans la plupart des cas, être pratiquées par les mêmes chercheurs, mais pas dans le même esprit. En ce qui me concerne, j'ai la réputation d'un redoutable sectaire de la recherche fondamentale. Si je fais un bilan de ma carrière scientifique, j'ai peut-être eu plus de succès dans certains aspects de recherche appliquée, développement de nouvelles technologies, que dans la recherche fondamentale, et j'y ai pris beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Donc, je ne veux pas opposer une forme de recherche contre une autre.
Ce qui, pour moi, et c'est ce qui a été évoqué par Jean-Paul Clausel, qui est caractéristique de la recherche fondamentale, c'est qu'elle est improgrammable. On ne programme pas ce qu'on ne connaît pas. Et toute notion de programmation, et si j'insiste sur ce point, c'est que dans le monde actuel politique, c'est une notion qu'on veut nous imposer de manière de plus en plus prégnante. La programmation, c'est le passé. On ne peut programmer que sur la base de ce qu'on connaît et on ne peut pas programmer l'avenir. Donc il y a une contradiction absolue entre recherche fondamentale et programmation. Et j'ajouterais la pire des programmations, c'est ce que j'appelle l'autoprogrammation, c'est-à-dire quand le chercheur s'autoprogramme, il sait ce qu'il veut trouver et généralement il ne trouve jamais ce qu'il veut trouver. Donc l'autoprogrammation est encore plus stérilisante que la programmation venant de l'extérieur et c'est quelque chose qu'il faut condamner avec réellement vigueur. Dans le cas de la recherche appliquée, eh bien, là, au contraire, la plupart du temps, on s'appuie sur des concepts qui ont justement été établis par la recherche de connaissances, et la notion de programmation est recevable. Elle est recevable également, je dirais, au niveau politique, au sens élevé du terme. Il est normal que la société fasse des choix sur les recherches appliquées qu'elle veut développer, alors que c'est une impossibilité dans le cas de la recherche fondamentale. Donc là, nous nous trouvons bien en face de deux attitudes complètement différentes sur le plan de l'attitude de la gestion de ces deux formes de recherche. Alors, je vais faire un couplet contre la recherche que je considère statistiquement la pire, qui est ce que j'appelle la recherche fondamentale orientée, qui est celle qu'on veut de plus en plus nous imposer. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, mais statistiquement, c'est la plus mauvaise forme de recherche, car bien souvent, les découvertes réellement qui vont amener des percées définitives proviennent de domaines totalement inattendus. On ne sait pas quels sont les domaines qui vont conduire à des applications, donc la recherche fondamentale doit être une recherche tout azimut, et surtout éviter de tomber dans le piège de la recherche à la mode. De la même manière que la programmation de la recherche est une expression du passé dans la recherche fondamentale, la mode est aussi une expression du passé. Quand une science est à la mode, c'est que c'est déjà trop tard. Et donc, le métier du chercheur en recherche fondamentale, c'est justement d'aborder les sujets en dehors de la mode. Or, c'est exactement tout ce que l'évaluation quantitative de la recherche fondamentale condamne. Si je prends mon expérience de recherche, je ne me permettrai pas de porter des jugements sur la valeur de ma recherche par rapport à celle des autres, mais cependant, je peux porter un jugement sur ce qui me paraît le meilleur et le moins bon dans ma recherche. Eh bien, j'ai appris, c'est un peu une provocation ce que je vais dire maintenant, mais ce n'est pas complètement une plaisanterie, à surveiller avec beaucoup d'attention mon indice d'impact, c'est-à-dire le nombre de citations de mes recherches. J'ai constaté que toutes les fois que mon indice de citation montait, mon originalité diminuait à peu près à la même vitesse, parce que je m'enfermais dans une espèce de dogme de ma connaissance, et j'étais de moins en moins capable d'imaginer des idées nouvelles. Et je savais que quand mon indice de citation monte, il est temps de faire un pas de côté pour aborder un nouveau sujet et pour retrouver une qualité absolument fondamentale du chercheur, c'est une certaine dose d'ignorance. Si vous savez tout, vous ne pouvez pas innover. Et c'est là d'ailleurs où se pose également la différence de l'attitude vis-à-vis de l'informatique, de cette facilité d'accès à l'information. Jean Perrin, prix Nobel de physique, disait avec un esprit un peu provocateur, la bibliographie sur un sujet de recherche fondamentale, je dis bien de recherche fondamentale, elle se fait après la recherche et non pas avant. Et effectivement, si vous savez tout sur un sujet avant de l'aborder, les chances que vous ayez d'imaginer quelque chose de nouveau sont absolument minimes.
Donc, je recommande de ne pas faire d'accès à l'informatique via le net et tous ces moyens extrêmement puissants. Là encore, dans le cas de la recherche appliquée, eh bien, on se trouve en face d'une situation tout à fait différente, où il est réellement nécessaire de faire le point sur tout ce qui a été fait dans le domaine. Donc, encore une divergence. Le gros problème, j'en suis un peu... Parce que j'ai pas noté, je voulais me... Tu m'arrêtes. Hein. Donc, le gros problème qui subsiste, c'est le problème de l'évaluation. Parce que la recherche fondamentale, telle que je la conçois, est une activité créatrice, et l'activité créatrice est horriblement difficile à évaluer. Si on devait évaluer à travers des comités les musiciens, les peintres, les artistes, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible. Et c'est donc la contradiction, et je ne vous apporterai pas de solution définitive dans le domaine, c'est la grande contradiction. On a besoin d'une recherche fondamentale de haute qualité, mais comment l'évaluer ? Je sais qu'en dépit des beaux discours que je vous fais, en tant qu'évaluateur, je peux faire des erreurs absolument dramatiques. Quand quelque chose est réellement nouveau, bien souvent, soit je ne le comprends pas, soit si je fais vraiment un effort, je peux démontrer que c'est faux. On pourrait définir la découverte par le fait qu'elle est en moyenne rejetée par un évaluateur consciencieux, parce qu'elle est contradictoire, elle casse en quelque sorte un dogme dominant. Donc la recherche fondamentale est très difficile à évaluer. Et là, je me permettrai d'évoquer, et je ne pense pas que j'entrerai vraiment en contradiction avec lui, une phrase de Pierre Corvol, notre administrateur, au début de cette séance, qui a dit « Le chercheur doit être le premier », introduisant la notion de compétition. Eh bien, là encore, j'établirais une différence fondamentale, une différence essentielle entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Comme l'a fort bien dit Jean-Paul Clausel, dans ce qui concerne la recherche appliquée, en schématisant à l'extrême, le critère, c'est le brevet, et un brevet qui est pris un jour avant un autre brevet, eh bien, c'est donc bien la compétition, être le premier qui est nécessaire. En recherche fondamentale, je pense qu'il faut aussi être le premier, mais pas du tout dans le sens où on l'entend généralement. S'il s'agit d'un sujet à la mode, sur lequel 10 ou 15 laboratoires très puissants travaillent en compétition, être le premier, c'est très bien pour mon ego, c'est peut-être bien pour l'ego national, mais sociologiquement, cela n'a strictement aucune importance, parce que si la découverte elle n'est pas faite chez moi, elle sera faite autre part. Ce qui veut dire pour moi être le premier, c'est être le premier à aborder un nouveau sujet que personne d'autre n'aborde. C'est ça pour moi être le premier, c'est-à-dire à un niveau où la notion de compétition au sens classique du terme ne se pose pas. Je ne suis pas en train de lutter pied à pied avec un autre laboratoire, je tente quelque chose de nouveau, où pendant un court moment, je suis le seul. Donc c'est ça pour moi être le premier. Je dirais avec beaucoup de prétention, c'est pas être le premier, c'est d'être pendant un court moment le seul. Et c'est ça qui est, à mon avis, le métier fondamental. C'est comme ça que je conçois la recherche fondamentale. Donc, cette notion de compétition indispensable et nécessaire, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, car je n'ai pas l'esprit de compétition, qui me paraît nécessaire dans le domaine de la recherche appliquée, elle doit être conçue d'une manière extrêmement différente dans la recherche fondamentale, et je constate simplement que tous les modes d'organisation de la recherche actuellement, programmation de la recherche fondamentale, tous les modes d'évaluation quantitative que critiquent la plupart de mes collègues, mais qu'ils appliquent d'une manière totalement excessive, me paraissent non seulement inefficaces, mais négatives quant au choix pour développer la créativité dans nos domaines. La recherche fondamentale ne peut être évaluée qu'a posteriori. J'ai reçu un nombre de contrats considérable, comme tout chercheur de mon âge. J'ai fait des propositions, il n'y avait
généralement que peu d'adéquation entre ce que j'avais fait et le programme pour lequel on m'avait subventionné. Je constate au passage que jamais personne n'a lu un de mes contrats, un de mes rapports de contrat, et en tant que membre de comité, car j'ai fait aussi partie de beaucoup de comités d'évaluation, je n'ai jamais eu à évaluer le résultat d'un contrat, j'ai toujours eu à évaluer des projets qui, pour la plupart du temps, n'avaient aucun rapport ou peu de rapport avec ce qui serait fait réellement avec l'argent qui avait été distribué. Donc, la seule piste que je peux donner, c'est qu'il me semble que la recherche fondamentale doit être évaluée a posteriori. Quand quelqu'un a fait quelque chose, on peut lui faire confiance pour 3 ans ou 4 ans supplémentaires en lui laissant une liberté maximum de choix dans la conduite de sa recherche. Encore une fois, ce que je défends pour la recherche fondamentale ne me semble pas s'appliquer à la recherche appliquée. Un brevet, ça se compte, ça se mesure, et toutes les conclusions que j'applique à la recherche fondamentale ne me semblent pas valables pour la gestion de la recherche appliquée. Donc, je voulais simplement terminer en disant que, sur le fond, je pense qu'avec un éclairage différent, j'ai cru comprendre que nous partagions à peu près les mêmes idées, et c'est assez réconfortant de s'apercevoir que deux personnes de formation et de métiers aussi différents peuvent arriver à un certain degré de convergence.